S'en aller, c'est savoir partir, mais d'où et comment partons? C'est à une grande promenade littéraire que vous convie François Sureau à travers les auteurs et figures littéraires qui ont accompagné son existence. De son enfance jusqu'à son entrée dans l'immortalité dans ce monde, autrement dit à sa réception à l'Académie française en 2022, voire un peu plus loin encore jusqu'au monastère où se prépare l'entrée dans l'autre monde. Cette promenade littéraire et aussi politique qui nous dit d'où vient François Sureau et comment il s'est façonné, me semble une préparation à la seconde partie de S'en aller, qui présente un autre regard, celui de François Sureau sur sa propre vie et sur sa destination, et qui est de l'ordre du témoignage spirituel. Nourri par une volonté de faire et une profonde liberté d'esprit, liberté d'être, de vivre, d'explorer la terre, le monde et soi-même, entre point de départ vers l'ailleurs et retour vers sa propre fin, S'en aller n'est-il pas avant tout un testament littéraire, politique aussi, mais avant tout spirituel? C'est ce que nous allons voir avec son auteur. Bonjour François Sureau. Bonjour. Alors, ma première question, vous allez évidemment le comprendre. Depuis votre enfance, on sent qu'il y a quelques termes qui sont toujours ensemble, l'imagination, l'exploration, la lecture et la vie spirituelle. Oui, c'est difficile, vous savez. Je suis très content d'être là pour vous en parler. Et en même temps, c'est très difficile parce qu'on se rend compte que peut-être écrit-on ce genre de livre parce qu'on éprouve une grande difficulté à parler de l'essentiel, à en parler oralement, vous voyez. Donc, bon, évidemment, je ne suis pas Modiano, mais il faudra me pardonner mes balbutiements s'il m'arrive d'en avoir, parce que, en fait, plus c'est sérieux, plus c'est difficile d'en parler. À l'origine de tout, je pense qu'il y a un sentiment que beaucoup de gens ont, que peut-être vous avez eu, que peut-être les gens qui nous écoutent ont eu, qui est un sentiment extrêmement profond de l'étrangeté du monde. Un sentiment éprouvé dans l'enfance, qui ne m'a absolument jamais quitté, qui m'a d'ailleurs empêché de prendre au sérieux, au fond, quelque institution que ce soit. Vous savez, c'était le propos de l'abbé de l'aumônier de la brigade Alsace-Lorraine de Malraux, Bockel, auquel on demandait alors qu'avez-vous appris en 50 ans de pratique de la confession? Il répondait: oh, c'est assez simple, il n'y a pas de grande personne. Voilà. J'ai eu ce sentiment, très jeune, d'une part que les grandes personnes qu'on me présentait, pour que je les admire ou pour que je les déteste, ces grandes personnes, en fait, n'étaient que des enfants qui continuaient à jouer dans l'âge adulte les rôles particuliers que jouent les enfants à l'intérieur d'une classe, que ce à quoi ils s'occupaient profondément était assez vain, et que ce monde, qui était pourtant extrêmement joyeux et réconfortant à certains égards, était l'envers d'un autre, ou la préfiguration d'un autre, qu'il existait quelque chose qu'on pouvait, au-delà d'un voile qu'on pouvait écarter. Et pour moi, la manière de rentrer dans cet autre monde a été la littérature. Pas nécessairement l'écrire au début. J'ai commencé à écrire des livres pour des raisons assez basses. Mais la lire me donnait l'impression véritablement, oui, L'île au trésor ou Robinson Crusoe m'ont donné très tôt l'impression qu'il avait un autre monde. Et des textes d'ailleurs plus engagés, plus violents, puisque c'est son centenaire aujourd'hui, mais enfin, le premier manifeste du surréalisme m'a donné cette impression que tout d'un coup, quelqu'un comme moi, et bien plus évident que moi, avait compris cette idée, ressentait charnellement, physiquement, cette idée qu'il y avait un monde de l'autre côté du monde. En tout cas, donc le monde était un théâtre et que derrière ce théâtre, il y avait un autre quelque chose, monde. voilà, il y avait un autre monde. Et qu'au fond, ce qu'on voyait ici, et c'est pas le monde, ici c'est une vallée de larmes, et puis il y a un autre monde derrière qui est extrêmement sympathique. Non, non, pas du tout. C'est que tout ce qui était bien ici, euh, et dont on ne comprenait pas nécessairement le sens, prenait sens ailleurs. Donc une dialectique entre les deux. Entre les deux, en permanence. Mm. De manière, d'ailleurs, négative et positive. C'est des choses magnifiques ici, dont je pouvais ressentir négativement le caractère éphémère, mais qui en fait était une préfiguration de l'éternité. Ou des souffrances ici, dont je me disais qu'elles préparaient en quelque sorte une éternité meilleure, vous voyez, un lien, une espèce de pont permanent entre les deux, dont j'ai eu l'impression très jeune, et je pense que cette impression n'est pas fausse, vous voyez ce que je veux dire, je suis convaincu de sa vérité de manière
tout à fait instinctive. Mmh. Nous allons y revenir. Alors, on va circuler un petit peu avec vous dans cette galerie de personnages, dans cette camaraderie littéraire, en quelque sorte, que vous dressez avec des hommes de lettres Mmh. ou des créations comme Arsène Lupin, qui vous tient aussi à cœur. Alors, je vais commencer par le véritable compagnonnage avec la figure, je pense, la plus tutélaire chez vous, qui reste Victor Hugo, sans doute. Oui, absolument. Ah, ça, c'est. En fait, je mourrais adepte de Victor Hugo. J'ai toujours trouvé tarte. Les opinions des autres écrivains sur Victor Hugo me sont toujours apparues infiniment tartes. Mmh. L'opinion de Gide, que vous connaissez, c'est Ouais, Victor Hugo, ouais, hélas, ouais. mais l'opinion de Peggy aussi, qui considérait qu'il n'y avait pas d'auteur moins chrétien que Victor Hugo, alors que cette œuvre dégouline en réalité du sentiment Non, mais évangélique. comme il n'était pas baptisé, ça c'est Du Peggy qui début était à un la peu fin. réactionnaire. Ah, Qui c'est disait peut-être ça. oui, c'est Ouais, peut-être bon. ça. Ouais, Enfin, ouais, bon, ouais, c'était- mais en tout cas, Victor Hugo est pour moi, voilà, quelque chose d'indépassable pour une foule de raisons, y compris d'ailleurs des choses qu'on ne, bon, d'abord, euh, qu'on n'imagine pas nécessairement. C'est-à-dire qu'on l'a statuifié, hein, il y a des boulevards Victor Hugo partout, des avenues partout. Voilà, un fils écrasé par son père, ambitieux, ravi d'être à la chambre des pairs, et qui pourtant n'est pas tout à fait là. J'aime les gens qui ne sont pas tout à fait là. Il n'est jamais là. Il de n'est toute jamais façon, là, il n'est ouais. pas là. Et même les raisons pour lesquelles il part à Guernsey sont Ouais. fascinantes. Enfin, il a voulu que Napoléon gouverne. Mm. Il a même fondé un journal pour servir sa cause. Et puis ça a mal tourné et il est parti. Et franchement, cette double vie à la fois politique et intérieure qu'il a là-bas, c'est quand même là-bas qu'il écrit à la fois les Misérables et les chansons des rues et des bois, que j'aime énormément, contrairement à Baudelaire qui est trouvé burlesque, j'ai jamais compris pourquoi. Et puis en même temps, là-bas, il a son activité politique, qui est merveilleuse. Quand il se plaint qu'on exécute des condamnés à mort à Jersey, il écrit à Palmerston, qui est Premier ministre, on m'avait dit de vous que vous étiez un dandy et que vous saviez nouer votre cravate. En fait, vous savez surtout nouer la cravate des autres, pour faire référence à la cravate de chanvre. Il y a un côté... Alors, ça aussi, c'est fascinant, parce qu'on n'imagine pas ça maintenant. C'est-à-dire qu'il est à Guernsey, il écrit à Palmerston. Enfin, on a l'impression que tout ça se passe dans le ciel empyré des demi-dieux, quand même. Il y a pas de... Il ne traite pas avec les sous-fifres. Une élection, quoi. Une élection. Il y a donc aussi Apollinaire qui vous a quand même... Apollinaire, oui. Apollinaire est vraiment Apollinaire est mon... Voilà, c'est curieux, parce qu'Apollinaire est à peu près l'inverse des personnages qui m'ont accompagné et que je décris dans ce livre. Ouais. Parce que les personnages qui m'ont accompagné sont des personnages qui sont, ceux du livre, hein, sont des personnages qui sont partis. Victor Hugo est parti, Laurence d'Arabie est parti, Philby est parti, Patrick Leffermort, que j'aime beaucoup, est parti aussi. Apollinaire, c'est tout à fait différent. Apollinaire, c'est quelqu'un qui arrive. Ouais. Et Apollinaire me touche parce que sa représentation du monde... à certains égards de la vie sentimentale, très proche de celle que je peux avoir, Ouais. le mélange tout à fait étonnant chez lui d'options appartenant à des univers différents. C'est-à-dire qu'il y a une catholicité d'Apollinaire, il y a un christianisme extrêmement profond d'Apollinaire qui est même visible chez Zaune, auquel ne semble pas faire obstacle ses prédilections pornographiques, et ni même ses productions pornographiques. Apollinaire, c'est une sorte de polyèdre ou un kaléidoscope, c'est-à-dire qu'il réussit à faire tenir énormément de choses dans la même sphère, alors que l'une des grandes caractéristiques françaises par rapport à laquelle je me sens assez étranger substantiellement, c'est cette espèce de binarité où vous ne pouvez pas être à la fois de gauche et de droite, ascétique et sensuel, Et la etc. culpabilité. Et la culpabilité. Et Apollinaire réussit une sorte de réconciliation mystérieuse. Alors quand je dis qu'il arrive alors que les autres partent, ça aussi, ça me touche énormément chez lui. Enfin, je veux dire, voilà, ce fils d'un évêque monégasque et d'une polonaise arrive à Paris. Il y a une scène, je ne parle pas j'adore, je ne crois pas que j'en parle dans le livre. Il apprend le français assez tard, en fait. Il parlait le polonais à la maison et il avait appris l'italien. Et donc, il arrive à Nice, au lycée de Nice, ou chez les maristes à Nice, enfin, dans un collège quelconque, et on lui apprend le français. Et il a raconté plus tard à Fort-Favier, qui était la petite camarade de son ami André Billy, il raconte à Fort-Favier que c'est là où il avait décidé d'être un écrivain français. Pourquoi ? Parce que son professeur qui leur faisait une dictée, dans la dictée, disait « ayant parlé, il se tue ». Et lui, il avait compris, par ayant parlé, il se suicide. Il se tue. Et donc, voyez la France comme un endroit où, après avoir dit ce qu'on a à dire, on en finit. Entre le romantisme et le point d'honneur. Exactement. Et on dit ça et on en finit. Et Apollinaire s'est dit,
Voilà, là, voilà, c'est la nation à laquelle je veux radical. appartenir. Un autre qui part aussi, c'est Kessel. Ah oui, ouais, mais Kessel, enfin, Kessel me touche pour une infinité de raisons. J'ai commencé Kessel, d'ailleurs, pas tellement par les grands romans, j'ai commencé Kessel par un petit livre qui est pas très, très connu, qui s'appelle «Tous n'étaient pas des anges» et qui sont des portraits. Et en fait, ce livre, par les portraits qu'il fait, est aussi un hommage à «Tous n'étaient pas des Mmh. anges», à ces gens tout à fait, étonnants qu'il a connus. Heu, Kessel est un viatique pour notre époque qui, en fait, est très, très porté sur le jugement, la condamnation, Mmh. l'absence de Mmh. bienveillance, qui ne connaît ni l'oubli ni le pardon. Kessel est véritablement, au-dessus de ça. Enfin, il y a un côté, il y a une sorte de quête du Graal sans Dieu chez Kessel, au travers Mmh. de ces Ouais, différentes carrément, ouais, rencontres. ouais, Et c'est d'autant plus vrai que Kessel est totalement hanté par la faute, ouais, par la culpabilité, ouais. probablement liée aux circonstances de la mort de son frère. Ouais, alors c'est ça, ouais. Heu, vous vous souvenez de l'équipage, enfin de cette histoire incroyable de l'équipage, où les 2 équipiers qui sont joués dans le film de Litvak par Charles Vanel et Jean-Pierre Aumont, c'est un très beau film d'ailleurs, en fait se partagent la même femme sans le savoir. Enfin, ils découvrent que Ouais, la maîtresse ouais. de l'un est la femme de l'autre, c'est absolument épouvantable. Il commence son entrée dans les lettres par ce roman sur la culpabilité, à l'époque où il se sent infiniment coupable de la mort de son frère. Et ce thème de la culpabilité est quelque chose, et de Oui, la je comprends. rédemption Ouais. impossible, Mmh. est quelque chose qui Dans les court à motifs, ouais. travers l'œuvre de Kessel et qui me le rend très proche. 2 autres, figures qui ne sont pas, des écrivains proprement dits, mais des figures éminemment romanesques, Mmh. c'est, l'espion, John Philby et je vous remercie car je ne le connaissais pas, Ouais. j'ai bu du petit lait, l'explorateur linguiste Alexandre Ah oui, Cosmas-Koros. Cosmas de Coroche, C'est, ouais. attachant au possible. Attachant au possible, Ouais. et mais je ne sais pas si vous connaissiez probablement Jacquemont. Moi, je le connaissais assez peu. J'ai eu l'idée d'écrire, je pense à ça parce qu'ils sont à peu près, ils se rencontrent à un moment en Inde, Ouais. et alors Jacquemont je dis un mot de Jacquemont parce que, malheureusement, il est un peu décevant à lire parce qu'il n'a pas fait la grande œuvre à laquelle Jacquemont vivait à Paris. Jacquemont a rencontré, Cosmas de Coroche en Inde dans les années 1840, et Jacquemont était, ça me fascine ça, il était l'homme le plus brillant, le plus extraordinaire d'un cercle littéraire qui comptait à la fois Stendhal et Mérimée. C'est-à-dire que Stendhal et Mérimée considéraient que Jacquemont était le meilleur d'entre eux, et il est mort à 36 ans à Bombay, des fièvres, après s'être expatrié pour faire une expédition ethnographique par amour pour une cantatrice qui lui avait préféré quelqu'un d'autre. Cantatrice italienne, naturellement, c'est ce qu'on faisait à On l'époque sur savait le vivre à boulevard. Voilà, on l'époque, hein. savait vivre, donc il s'en va, il meurt. Et Jacquemont est un personnage. À Paris, il y a son tombeau, enfin, c'est extraordinaire, il y a son tombeau dans le muséum. Victor Jacquemont, Mmh. explorateur. Et en fait, c'est par Jacquemont que j'ai connu, que j'ai un peu réfléchi à Cosmas de Queroche, qui est un type incroyable, dont on voit effectivement le tombeau à Darjeeling. Alors, Mmh. il y a un Oui, oui, on voit côté, la photo de voilà, ouais. Mmh. il y a une maboulitude aussi très Europe centrale. Moi, j'ai Mmh. des liens assez étroits avec l'Europe centrale et c'est un univers que j'aime beaucoup. Heu, En fait, cet homme qui était, un élève extraordinaire, c'était un sicule de Hongrie, un homme extrêmement brillant, intelligent, et Mmh. cetera. En fait, il part là-bas parce qu'il a ce rêve de l'origine, Mmh. Oui, c'est ce ça. rêve de la nation hongroise dont il Mmh. imagine que quelque part, Après le concert des en nations, Asie ils étaient tous centrale à et la cetera. recherche, d'une Exactement. fondation, fantasmée la plupart du temps d'ailleurs, Exactement, hein. Mmh. c'est d'ailleurs l'époque où on crée le serbo-croate. Mmh, Enfin, je c'est veux dire, ça, ouais, ouais. c'est vraiment l'époque des nationalités Mmh. où il se recherche une origine et en fait, Mmh. il va parcourir la terre, à la recherche de cette origine qu'il ne va pas trouver et Mmh. en revanche se consacrer à l'exploration de la langue Mmh. tibétaine et mourir à Darjeeling. Ouais, c'est ça. Mmh. Le personnage est très, très, très émouvant, ouais. Beaucoup de Roumains vous racontent qu'ils sont tous d'origine dace. Oui, oui, oui. C'est la même logique, c'est le même moment où C'est le ils même essaient de moment. prouver Mais une enfin sorte bon, de mmh. je vais pas faire le colonel Ronchon, mais Mmh. quand j'étais jeune, j'avais l'impression de vivre dans un univers béni où personne ne demandait à personne d'où il venait et moi Ouais, ça me ouais, plaisait ouais, ouais, énormément. ça ouais. Depuis 20 ans, je passe mon temps à Mmh. rencontrer des gens qui me disent: «Ah moi je suis breton, qu'est-ce que Mmh. tu Alors, Mmh. j'ai envie de lui dire: «Est-ce que je suis» est tellement varié que j'ai peine à le dire et ça me renvoie toujours à la phrase de Gide, vous savez qui Barrès lui disait: «Allez, la Lorraine, la colline de Sion» et Gide lui disait: «Né à Paris, d'un père auvergnat et d'une mère normande, comme où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m'enracine?» Voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà, c'est 2 mots isolés, c'est un peu un jeu des paires que je vous propose, ouais. 2 mots isolés qui me semblent être particulièrement porteurs de signification pour vous. Alors j'aimerais vous entendre après les avoir mis ensemble. Le premier c'est «Disparu» de Saint-Agile Ah! et 2 «Le grand jeu».
Et je pense que le rapprochement entre les deux Eh vous oui. parlera. Ben oui, oui, absolument. Alors, le grand jeu, bon, d'abord, le grand jeu, cette sorte d'école qui aurait dû verser dans Domal, euh, euh, le Mont, comment s'appelle le Mont? Ça y est, le Mont. Le mont Ararat. Oui, mais alors, il l'a transformé en le Mont magnifique, le Mont majuscule. Ah, Ah non, le Mont, c'était le mont euh, Ararat, vous mais voyez, il a peut-être donné un autre. il y a un Ah autre nom. oui, oui, Vous oui, voyez le dans Mont, le truc de Gilbert Lecomte, en exactement, effet, il donne un. exactement. Ah oui, oui, Il donne un oui, nom, oui, enfin bref, oui, bon, oui. bref, voilà. Oui, le mont, oui, Je sais tout à plus comment. fait. Et alors, Le mont analogue. le Mont analogue, Ouais. voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est ce côté Domal, le conte, etc. Ce côté presque pré-surréaliste, en réalité. Ah bah oui, oui. Voilà, qui est Réalisme magique. réalisme Ouais, magique, ouais, etc. ouais. Était quelque chose qui m'a énormément, Mm. m'a toujours frappé. Et, exactement de manière parallèle à cette. Alors, le problème, c'est que d'une certaine manière, les disparus de Saint-Agile se terminent de manière assez prosaïque. Mm. C'est-à-dire que le malheureux est juste allé au Havre, qui est Ouais, joué c'est par ça. Mouloudji, est juste allé au Havre envoyer des cartes postales. Ce qui est un peu ce que j'ai fait avec mes livres. Hein. Je suis Mm. juste allé au Havre envoyer des cartes postales et donc je n'ai pas traversé l'Atlantique. Alors que les gens du grand jeu se sont engagés dans des aventures, pour certaines, plus proches des paradis artificiels et certainement Oui. Ouais, plus dangereuses. ouais. Mais les disparus de Saint-Agile, avec le squelette Martin qui gouverne la classe, voilà, comme un rappel des fantômes du passé. Ouais. Vous vous souvenez de la manière dont ils se saluent? On pourrait se Oui, saluer. Les chiches capons, les comme ça. chiches capons, ouais. Voilà, c'est absolument merveilleux. C'est merveilleux. Non, les disparus de Saint-Agile, c'est fantastique. Une autre paire, donc là, c'est un rapprochement entre vous, hein, parce que vous êtes présent dans votre ouvrage, et je vais vous dire, en vous lisant, j'ai Ouais. toujours pensé à un autre écrivain avec qui je trouve vous entretenez une forte proximité et en même temps, chaque fois que je me dis ça, je me dis, mais non, Nicolas, pas du tout, il y a aussi un grand éloignement. Donc je voulais vous poser la question, quels sont vos rapports, comment voyez-vous une autre personne d'ailleurs qui a été comme vous académicien, qui est Henri de Monterland? Ah, c'est étonnant que vous disiez ça. Euh, j'ai en réalité, c'est amusant, c'est très intéressant. J'ai une immense dette à l'égard d'Henri de Hmm. Monterland, qui est probablement l'auteur que j'ai le plus lu Ah oui, mais c'est ça, ouais, ouais. entre 15 ans et 30 ans. D'accord, ok. Mais c'est ce Euh, que je sentais, ouais, ouais. et, euh, et à la fois euh, assumer tout en composant tout, ceci et cela, les contraires, le côté 3 jours au Montserrat et d'un autre côté aux Fontaines du Désir, un voyageur solitaire est un diable, être ce qu'on est tout en étant ou en essayant d'être infiniment réceptif à ce qu'on n'est pas. Mhm. Vous voyez, cette espèce d'alternance en fait qui est au centre de l'œuvre de Ouais, Monterland, paradoxal, paradoxale, et ouais. qui est quelque chose que je Mhm. ressens extrêmement profondément. Mhm. Et en disant ça, je pense d'ailleurs plutôt au Monterland des premiers textes courts, euh, dans les années 20, là, quand Ouais. il traverse l'Afrique du Nord, Mhm. et au carnet, même au carnet de toute sa vie, Mhm. dans lesquels il y a des choses absolument extraordinaires. Euh, j'ai, j'ai- j'ai- je me, je me berçais quand j'étais jeune de la lettre d'un père à son fils. Mhm. Euh, et quand vous serez devenu ce rare exemplaire humain qui seul me justifiera de vous avoir fait, alors il sera temps que vous fassiez tuer pour une cause à laquelle vous ne croyez qu'à demi. Mais ce n'est Mhm. pas pour cette cause qu'on meurt, c'est pour l'idée que cette cause vous donne de vous-même. Mhm. Il faut être courageux, mon ami, mais il ne faut pas être dupe. Pas de pitié pour les Mhm. dupes. C'est fantastique. C'est fantastique. Vous avez en commun finalement quelque chose un peu de, je n'aime pas réduire, hein, mais à une forme d'anarchisme de droite, avec la différence sans doute avec Monterland, c'est que je trouve que vous portez toujours un regard amusé, voire un regard amusé de type enfantin sur la modernité. Oui, ça Une c'est juste. modernité qu'en même temps vous rejetez, et en même Hmm. temps qui vous Oui, oui, déride en quelque oui, qui me sorte. déride, qui me Ouais, plaît, ouais. Ça, c'est quelque chose que je dois vraiment à Apollinaire, que j'aime beaucoup pour Ouais, ça. Je veux dire, Apollinaire, il aime le cubisme, la tour Eiffel, ouais. les avions, ça. Et moi aussi. Enfin, Mm. j'adore ça. Donc le monde ne me rebute pas du tout. Et quant à l'anarchisme de droite, en fait, c'est compliqué. Je vois très bien ce que vous voulez dire par Oui, là. par rapport à Monterland, hein, Voilà, ouais. mais il y a deux choses qui me vont pas, c'est-à-dire que
dans l'anarchisme, il y a malgré tout cette idée qu'un mode d'organisation particulier, l'anarchie par exemple, celle de Guérin, de Kropotkin, etc., Mmh. permettrait de nous faire un monde plus vivable, je ne le crois aucunement. Mmh. Et puis, dans la droite, quelque chose qui me va pas non plus, la caractéristique, Horry avait très bien montré ça dans un petit bouquin d'ailleurs. Je trouve que la caractéristique des anarchistes de droite est très souvent que ce sont des petits bourgeois animés par le ressentiment. Vous Mmh. voyez ce que je veux Mmh. dire? Ça, Mmh. on a toujours l'impression qu'ils Mmh. ne sont pas reconnus à leur juste valeur, que dans un monde bien fait, ils seraient ministres ou princes du sang et qu'ils ne le sont pas, et que c'est la raison pour laquelle ils deviennent déons ou nimiers, quoi. Vous voyez? D'accord. Ben Ouais, moi, ouais, pas du ouais, tout. Enfin, je veux ouais. dire, je suis pas du tout animé par cette forme particulière du ressentiment Des mauvais hussards, quoi. oui, de ce ressentiment d'une classe moyenne désaxée, si vous Ouais, voulez, ouais, qui est d'ailleurs à l'origine de tous les mouvements fascistes. ouais, Je ne sens pas ça du ouais. tout. Et je ne sens pas ça non plus chez Monterland, d'ailleurs, dans lequel il y a une sorte de solitude Ouais. beaucoup plus profonde. Ça n'est pas pour rien que les hussards se sont choisis comme père spirituel, si je puis dire, Chardonne ou Morand, plutôt que Monterland. Ouais, ouais, Monterland est ouais. irrécupérable Ouais, c'est ça. par ça. Ouais. Bon, en plus, il y avait tout le procès, toutes les difficultés liées au regard que chacun Ouais, portait à l'égard de son attitude durant la guerre, mais c'est un autre sujet. ouais. Et on parle de la France, là, et alors la France d'hier de votre enfance, Mhm. la France d'un jeune novice au monastère de Kergonan, d'un énarque, d'un avocat, d'un soldat, Mhm. du rédacteur des statuts d'En Marche, le parti politique fondé par Emmanuel Macron, comment votre regard sur la France a-t-il évolué? Je voudrais juste en profiter pour reprendre un petit machin. Alors, Oui, dites-moi. je ne sais pas, j'ai plus grâce à constaté une chose assez drôle, c'est que cette affaire de statut d'En Marche, je l'ai vu jaillir il y a une dizaine d'années, à peu près maintenant, 7-8 ans, là. Il y a un Gus qui a fait un tweet en expliquant que j'avais écrit les statuts d'En Marche, et depuis, tout le monde explique que j'ai écrit les statuts d'En Marche. En fait, je vous dois un aveu, j'aurais été ravi de les écrire, sans Ouais. doute, mais je ne les ai pas écrits du tout. Eh bien, écoutez, je vous remercie de rectifier Ça, cette c'était. erreur. Et alors, je sais très bien comment ça s'est passé. À l'époque, je connaissais un peu Emmanuel Macron, qui était en train de faire son parti. Il m'appelle et il me dit: Est-ce que tu sais faire des statuts de parti? Je dis: C'est assez simple. En fait, c'est des statuts d'association de la loi de 1901. Hein, il suffit de les prendre. Je peux te prendre des statuts, je sais pas, moi, de la SFIO d'avant-guerre, tu vas voir, ça marchait super bien. Mais je t'avoue que ça me fait chier pour écrire des Ouais, statuts quand même. ouais. Et je file ça à une de mes collaboratrices qui a copié des statuts sur je ne sais où et qui a écrit comme ça les statuts d'En Marche. Donc, l'idée que je serais. Quand on dit il a écrit les statuts d'En Marche, on a l'impression que j'ai participé au premier congrès de Nuremberg, quoi, vous voyez. Non, non, Il Nuremberg, c'est était un là, peu fort, il mais était là au premier rang, ouais, on avait à ouais, pousser le ouais. cri de bête. En fait, non, pas du tout. Quant à l'évolution de Évolution, voilà, de votre voilà, regard sur la France. Ouais. on est toujours. En fait, je fais pas partie des gens qui pensent que c'était mieux avant, Mhm, euh, mais pas du tout. Je me souviens, cette France de mon enfance, j'y suis attaché parce que c'était le territoire de mes rêves dans mon enfance. Mais la France réelle de mon mhm, enfance, celle qui précisément me faisait m'évader dans le rêve, mhm. cette France-là n'était pas extraordinaire du Ouais, tout. Elle était dure aux femmes, aux Bretons, aux mhm, Arabes, aux mhm, esprits libres de manière générale. Les barrières de classe y étaient beaucoup plus solides que bien maintenant. sûr. Mhm, Euh, et énormément de choses, et même sur le plan intellectuel. Enfin, quand je faisais mes études, mes 30% des électeurs étaient en réalité adeptes de l'URSS de Staline. Quand ouais, Simon ouais. Leys publiait, il se faisait étrier comme agent de la CIA Mhm, en une du Monde. mhm. Les gens adoraient le génocide cambodgien et Bien vantaient les sûr. charmes de Pol Mhm. Pot. Et si vous étiez d'un avis un peu différent, Vous étiez un fasciste. vous étiez un fasciste Mhm, tout de suite. mhm, Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu mon enfance et ma mhm, jeunesse dans un pays effarant et plombé. mhm, Ce qui fait que. Et puis, ceux qui n'étaient pas alors effarants et plombés, c'était les ministres pompidoliens, dont mhm. on se demandait s'ils touchaient pas tous plus ou moins sur la construction de l'auditorium Tartemol Ouais, ou des ouais, Nouvelles Halles de ouais, tout à Paris, vous fait. voyez. Mhm. Donc, l'idée maintenant que je vois se répandre chez des gens qui ont l'âge d'être mes enfants, qu'il a existé un âge d'or quand j'étais Mhm. jeune, est juste surprenant. Non, pour vous, Mm. l'âge d'or, c'est l'île au trésor. Pour moi, l'âge Ouais. d'or, à C'est toutes les époques, Stevenson, c'est. c'est Stevenson. Et à toutes on souffre d'abord de son propre pays, comme disait Mhm, Junger, on mhm, souffre d'abord de son propre pays ouais, ouais. avant de souffrir d'autre chose. Mhm, Et je pense qu'un esprit sensible souffre de son pays à toutes les époques et mhm, souffre de son mhm, temps à toutes les mhm, époques. mhm. Donc vraiment, j'ai aucune idée de ce genre. À partir de la page 177 de S'en aller, le tour devient plus personnel, plus intime, plus psychologique, plus spirituel. Alors je vous cite page 181, Je ne suis pas devenu enseigne de vaisseau,
le récit, alors, ah oui, je voulais citer, mais en tout cas, vous finissez, c'est tel que cette lettre que je La lettre qui reprends à ne mon partit pas. compte et que je fais partir à présent. Mm. Quelle est la nature de cette lettre et à qui est-elle destinée? Euh, alors cette lettre fait référence à... Alors c'est étonnant parce que si quelqu'un qui nous regarde connaît la solution, c'est pas la chouette d'or, hein, mais si quelqu'un qui nous regarde connaît la solution, je serais ravi qu'il nous la donne. Il y avait une collection quand j'étais jeune, qui s'appelait Rouge et Or Dauphine. Ouais, c'est ça. Les vieux s'en Je voulais souviennent. lire le Voilà. texte, mais oui. Et alors, dans Rouge et Or Dauphine, il y avait l'histoire de Mm. deux gus qui devenaient aspirants de marine Ouais, c'est ça. sous l'Ancien Régime. Et à un moment, l'un des aspirants écrit une lettre à sa famille pour lui expliquer qu'il est très heureux sur son bateau et qu'ils ne doivent pas se faire de soucis. Et la dernière ligne, c'est une lettre qui ne partit pas, voilà, Ouais, c'est en ça. italique. Mm. Et ça fait 40 ans que je recherche ce volume. Je n'arrive pas à trouver le titre, je n'arrive pas à trouver les personnages, et je veux retrouver cette lettre qui ne partit pas. Comme je n'ai pas réussi à la retrouver, bah, j'ai décidé de l'écrire, et en fait, cette lettre est donc partie, et elle est destinée à tous les gens qui, en me lisant, se diront, après tout, nous avons fait, lui et moi, le même voyage. Ouais, mais Ce qui est une des choses qu'on peut espérer du lecteur inconnu. de toute Oui, façon, il y a une invitation au compagnonnage, hein, voilà, dans c'est ça, votre, c'est dans ça votre l'idée. livre, hein. Alors, passons cette chouette d'or qui est aussi un scarabée d'or, hein, Ah oui, oui, un voilà, scarabée absolument. d'or, oui, non, Ouais. parce qu'en ce moment, il y avait une La, chouette d'or, vous la chouette savez, d'or du voilà, et trésor. puis il y a Voilà. le scarabée d'or de du- Edgar de ouais, Poe. de Ouais. Poe, Euh, vous, allons dans le dur un peu maintenant, parce que je vous cite Mhm. aussi page 271. Il y avait donc un endroit et plus qu'un endroit, un genre de vie où les contraires s'annulaient, le départ et le retour, le mouvement et l'immobilité, le temps et son abolition. François Sureau, en 1970, vous êtes attaché à la préfecture du Finistère et vous découvrez l'abbaye de Kergonan. Mhm. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous ressenti qui vous a conduit à songer à devenir moine? D'abord, j'ai ressenti, euh, très difficile. En réalité, ce que je n'ai pas ressenti, commençons par là, c'était l'appel à devenir moine. Sans ça, je serais aujourd'hui vêtu d'un long costume Merci pour cette noir. précision. Voilà, et donc je ne le suis pas devenu. Et donc je n'ai pas ressenti cet appel. En revanche, j'ai ressenti l'attrait extraordinaire de ce genre de vie. C'est-à-dire que, Ouais. euh, au fond, le moine est quelqu'un qui est non pas tant seul au sens de monos, mais au sens de quelqu'un qui cherche son unité. Mhm. J'ai toujours eu un mal fou à trouver la mienne et j'ai fini par faire ma paix en quelque sorte, de manière monterlantienne, comme vous disiez. J'ai fini par faire ma paix avec le fait que cette unité soit trouvée dans une forme d'union, de rassemblement paisible des contraires ou des choses qui a priori paraissent opposées. Mais quand j'étais jeune, et quand on est jeune, on est, je pense, dévoré par une flamme d'une autre nature, j'étais prêt à retrancher énormément de branches mortes dans l'espoir de savoir exactement euh, qui j'étais et en quoi il était possible que ce machin que j'étais ait été créé à l'image de Dieu. Donc un dépouillement pour Un retrouver dépouillement l'image et la pour ressemblance. retrouver l'image et la ressemblance, quelque chose de... c'est nous, quoi, la drachme perdue de l'Évangile. Ouais, c'est Vous ça, voyez, ouais. on la frotte, vous Mm. voyez, voilà, on fait tomber les branches mortes, on frotte la drachme, mais à la fin, celui qui est là est peut-être digne d'être aimé, ce qu'il n'est pas avant de s'être dépouillé. J'ai ressenti un attrait très très fort pour ça, et plus encore après, après mes années de Kergonan, quand j'ai découvert la Chartreuse, parce Si que vous la permettez, on y Chartreuse est reviendra un petit peu plus tard. un pas plus loin sur ce chemin, Ouais. quoi. Bon, Mm. page 217, je vous lis de nouveau. Au moment du sermon, j'entendais confusément ces paroles dont je pressentais qu'elles venaient d'un ailleurs où toute chose, bienfait et tourment trouveraient un jour leur place. Je ne comprenais pas leur sens, mais c'est que j'ai pris le goût de la liberté. François Sureau, c'est comment pour vous le goût de la liberté? Ça n'est pas la liberté de, ça n'est pas la liberté de faire ce qu'on veut. C'est ça. Ça n'est pas la liberté, évidemment, au sens le plus bas du terme, de boire des bocs en terrasse ou de péter les abribus. On peut aimer boire des bocs en terrasse, il n'est pas bien de péter les abribus. Mais c'est la liberté c'est que rien ne vienne s'opposer aux tentatives que nous pouvons faire pour coïncider véritablement avec nous-mêmes Ouais. dans ce que nous avons de bien. Mm. Lire tout ce qu'on veut, écrire tout ce qu'on veut, penser tout ce qu'on Mm. veut, voyager comme on veut, mais une liberté qui soit
essentiellement positive. Mmh. Euh, Assez curieusement, j'ai là-dessus de la religion, qui est la mienne, une idée souvent différente de celle des gens. Moi, j'ai souvent entendu des gens de ma génération qui se plaignaient, d'une certaine manière, des obligations religieuses, des Mmh. formes religieuses, Mmh. du caractère, vous savez, très construit de la, Mmh. voilà. Et pour Très moi, corsetant parfois, très ouais. corsetant, Mmh. et pour moi, ça a été tout l'inverse. Mmh. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ma famille, mon milieu, mes études, étaient extrêmement corsetants, Mmh. et que l'Église était l'endroit de la liberté. Ouais, c'est Et amusant. non C'est pas pas, commun ça, hein? non, et non Mmh. pas parce que, et non pas parce que, c'était après mai 68 et Mmh. qu'ils avaient des chasubles en poil de chameau et voilà, et consacraient du cidre au lieu de consacrer du Mmh. vin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les Ouais, délires non, mais Jean je vois Boquet de bien la, le oui, oui, mais 68 heures, voilà, dans l'église, 68 hein, heures ouais. dans l'église. C'est pas du tout ça. C'est D'ailleurs, en plus, j'ai été élevé avant, la réforme Mmh. conciliaire, si vous voulez. Mmh. C'est que pour moi, dans ce monde soumis à l'usine, aux ministres, aux percepteurs, il y avait un endroit où tout le monde allait le dimanche, toute classe sociale confondue, où un type montait à l'hôtel dans une chasuble brodée d'or et expliquait des choses, ou disait des choses absolument mystérieuses, et qui pour moi était un appel prodigieux à l'imagination, mais Ouais. prodigieux. Mmh. Et ça, y compris, y compris des choses, y compris des choses qu'on dit dans la liturgie au moment des morts. Souviens-toi de nos morts dont toi seul connais la droiture. Et cette phrase me faisait rêver, mais Mmh. pendant des... Mmh. J'ai l'impression que le monde tel que je le connaissais, le monde des concours, le monde des institutions, le monde des grandeurs d'établissement, était un monde dans lequel chacun portait jugement sur chacun, dans l'idée que chacun était capable de formuler un jugement sur la valeur des personnes. Et par cette simple phrase, euh, un pauvre gars, là, montant à l'autel dans sa chasuble brodée, disait au fond, seul Dieu connaît la droiture des hommes. Je suis un peu surpris parce que, heu, expliquez-moi pourquoi, dans ces cas-là, Mhm. vous êtes tant intéressé, voire vous êtes rapproché du christianisme, oriental, de l'orthodoxie. Notamment, vous dites à un moment que Mhm. l'orthodoxie vous a mené au sentiment physique de l'amitié de Dieu. Ce que je veux dire, c'est souvent chez les catholiques romains, Ouais. c'est le sentiment d'un manque de liberté spirituelle qui les Qu'il- entraîne vers l'orthodoxie. Alors que vous dites que non. Non, alors, je vais vous paraître, il y a toute une partie qui est... ce qui m'a entraîné vers l'orthodoxie est d'une autre nature. C'est-à-dire, ce qui m'a entraîné vers l'orthodoxie est la lecture des Pères du Des Pères du désert, désert, oui. Mmh. ou des grands, ou y compris de Lossky ou d'Evdokimov, enfin dans la période récente, hein. Vladimir Lossky, Voilà, oui. Mmh. qui était ce sentiment que le christianisme, j'aime pas ce mot d'ailleurs, mais que la figure du Christ, mettons, tient plus d'un aspect guérisseur que d'un aspect rédempteur. Ouais, c'est ça. C'est le Mmh. Christ médecin, vous voyez ce Ouais, que je c'est veux dire? C'est ça. celui Oui, qui oui. se penche Mmh. sur les souffrances Mmh. des autres, leurs blessures, et d'une certaine manière les guérit. Si tu savais le don de Dieu et quel est celui qui te parle. Ça, c'est le Christ médecin est extrêmement présent dans Mmh. l'orthodoxie. Mmh. Et il y a dans cette idée une douceur à laquelle j'étais plus Et sensible ouais. qu'à l'idée de la réparation, de la rédemption par réparation. Vous voyez, Oui, je vois très bien, ouais. j'étais Mmh. très sensible à ça. Alors, avec en plus un côté phénoménologique qui est très bien, qui est très bien décrit par Clément dans Sources, vous savez, Par Olivier par Clément, oui. Olivier Clément, qui Mmh. un commentaire des Pères de l'Église, c'est-à-dire que euh, ou son commentaire du Grand Canon de Saint-André de Crète, où en fait, comment dire, la religion part de l'expérience. Elle part moins de la révélation qu'elle ne Mmh. part de l'expérience humaine. Ouais. Mmh. C'est-à-dire la peur de ne pas être aimé, la peur de mourir, la peur d'être malade, la crainte d'avoir trahi, le désir de ceci ou de Mmh. cela. Et Mmh. c'est à partir de ce truc-là que les pères de l'Église montrent que la réponse a été donnée par le Christ. Mais à partir d'une expérience commune, d'une Ouais, tout à fait. phénoménologie des Ouais. sensations, des habitudes, Mmh. des rêves, à laquelle j'étais extrêmement sensible. Et pour autant, la dernière partie de S'en aller est dédiée à la Grande Chartreuse, hein, Mm. avec des pages superbes, hein, dont une prière nocturne d'une grande intensité qui m'a parfois
fait penser à la nuit de Noël dans le rivage des Sires de Grac. Ah, oui. J'ai trouvé ça très émouvant. Que représente pour vous la Grande Chartreuse? Alors ça, c'est quelque chose qui... Alors, d'abord, c'est un trait entre les deux, hein, parce que la Grande Chartreuse, c'est un monastère très oriental. Ça a été fondé, en réalité, par Saint Bruno sur un modèle qui était le modèle des ermites égyptiens Et, du désert de Sété. Donc, c'est un épique. et j'ai découvert la Chartreuse par ses auteurs, d'abord. Euh, et, et notamment par un auteur très, très méconnu, enfin, ou inconnu, qui s'appelle Augustin Guillerand, qui est un personnage extraordinaire, dont Ravier a fait la biographie, et qui a écrit un commentaire de l'évangile de Jean qui s'appelle Au seuil de l'abîme de Dieu, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et puis après, Porion, qui a fait ses petits livres, vous savez, Amour et silence, Parrain chartreux, vous savez, parce qu'ils ne donnent pas leur nom, donc on sait que c'est Porion qui l'a écrit, mais c'est... Donc j'ai beaucoup vécu de ça. Pourquoi est-ce que j'ai vécu de ça? Parce que quand les Chartreux écrivent, d'abord ils donnent pas leur nom, donc on sait qu'ils n'ont pas de vanité d'auteur, mais surtout, en fait, c'est le plus souvent des textes qu'ils ont écrits pour leurs frères en religion. Très souvent, c'est le maître des novices qui écrit pour les jeunes moines. Mais ils ont à se convaincre de rien, là. Il n'y a pas de dimension apologétique. Ouais, bien Ce qui me sûr. gêne toujours dans la littérature catholique, chrétienne, protestante, peu importe, c'est ce côté apologétique. C'est je détiens la vérité, je vais vous expliquer pourquoi. Là, les types, ils sont tout seuls dans la montagne jusqu'à leur mort, à se voir une fois par semaine. Ils n'ont pas vraiment besoin qu'on leur explique pourquoi ils sont là, parce que s'ils ne le savaient pas, ils pourraient tout simplement pas rester. Donc la dimension apologétique n'existe pas. Et simplement, ce sont des gens qui se parlent entre eux de l'essentiel, et par raccro, en quelque sorte, qui nous parlent de l'essentiel. Et puis après, j'ai eu l'occasion, pour des raisons personnelles, enfin anecdotiques, d'être admis dans ce monastère, d'y aller, quoi. Bon, ce qui n'est pas facile, enfin, ce qui est même tout à fait interdit. Et là, j'ai été infiniment touché, d'abord parce que j'avais passé une partie de mon enfance dans le Dauphiné, ce qui n'est pas très loin, et donc je retrouvais ces sensations du grand silence de la montagne, etc., qui m'étaient très très proches. Et puis là, pour le coup, une atmosphère où, en effet, le départ et l'arrivée se confondent, et où plus rien d'accessoire, en réalité, n'a d'importance. Et en faire l'expérience physique, dans ce cadre extraordinaire, est quelque chose de très, très prenant. Si vous deviez écrire, ce qui est pour moi déjà un testament spirituel, en tout cas un témoignage spirituel, mais si vous deviez écrire ce testament spirituel, celui qu'on ne montre à personne, vous préféreriez l'écrire où, à Kergonan, dans un monastère orthodoxe en Terre Sainte, au milieu des bouleaux russes, en hauteur au mont Athos ou dans la Grande Chartreuse? Euh, je crois que je l'écrirais, au milieu des bouleaux, au fond. Oui, comme dans l'entretien avec Motovilov. Oui, je crois Oui, que je avec la l'écrirais. prière de Jésus, Voilà, etc. je l'écrirais au milieu des bouleaux, je pense. Très intéressant, je ne Voilà. m'attendais pas, d'accord. Je Ouais. l'écrirais au milieu des bouleaux aussi, à cause de quelque chose que je n'ai pas mentionné et qui a beaucoup compté pour moi, qui sont les souvenirs du hassidisme. Oui. Euh, Parce que c'est dans cette terre-là qu'est née voilà. Les Anglais les Allemands disent notre empire, c'est l'empire. Les Russes disent notre empereur, c'est l'empereur. Et moi, Lévi Isaac, fils de Sarah de Berditchev, je dis béni soit le nom divin. Voilà. Ouais. Ah, c'est sur la terre où cette parole a été prononcée qu'il vaudrait mieux écrire un testament spirituel. Et je peux difficilement conclure après ce que vous dites de merveilleux, mais une dernière question, je ne peux pas m'empêcher de vous la poser. Pourquoi est-ce au moment où vous entrez à la coupole, c'est-à-dire vous atteignez l'immortalité, que vous ressentez le besoin d'écrire un testament spirituel? Ça a été un déclic, hein? Alors, mon père est mort le jour de mon élection, si vous voulez, donc je pense que vous la veille. Je pense que ça a plutôt lié à ceci qu'à cela. Par ailleurs, c'est vrai que l'Académie française, sitôt que j'y ai été élu, et sans que je veuille en dire du mal, m'a en effet plutôt donné envie de continuer à m'en aller, si vous voulez. Oui. Donc, voilà, on y est élu pour des tas de raisons compliquées, et puis après, on ne peut pas plus y rester qu'on a pu rester dans sa vie dans d'autres endroits. On finit sur une note plus chaleureuse, quoi, pas plus chaleureuse, Plus non, optimiste. excusez-moi, mais plus, en tout cas, sur la création d'un
d'un Rouletabille, Ouais, vous allez, oui, on a parlé. vous avez en tête de créer une sorte de personnage récurrent dans le cadre d'un Et qui détective. voyage dans le temps. En fait, Ouais. si vous voulez, je me suis rendu compte quand même que enfin bon, je Donc vais pas dire vos je vais prochains ouvrages, hein? oui, ça va être, une sorte de roman policier en plusieurs volumes, un par Mmh. an, jusqu'à plus soif, qui vont se déplacer dans le temps et dans l'espace. Et en fait, c'est à la fois un hommage à tout ce que j'ai aimé. Moi, je suis un fou du roman policier, Ouais, et ouais. du roman d'aventure. Et puis aussi une autre manière de parler de ce qui m'occupe et me préoccupe. C'est-à-dire que, un détective, il est affronté aux morts, à la mort, au mal, à la dissimulation, à la vérité, dans des circonstances historiques très différentes, dans des endroits de la planète très différents. Et au fond, c'est une autre manière pour moi d'écrire de manière peut-être plus simple et plus évidente, plus élémentaire, ce que j'ai essayé d'écrire dans S'en aller ou dans l'heure du temps. Merci François Merci à Sureau. vous. Je vous recommande chaleureusement la lecture de S'en aller. Certes, une connaissance solide de l'histoire de la littérature est un atout, mais S'en aller n'est pas un ouvrage d'érudition. C'est l'invitation à un pèlerinage littéraire et un compagnonnage spirituel, un testament en partage pour tous ceux qui le désirent, ici et s'y retrouveront. À la semaine prochaine.